Hey, bonjour à tous, c'est Pablo Mira pour 168, podcast d'introspection, du brut, du brut, du brut. Pas de montage, pas de mixage, pas de reprise, pas de on édulcore. Si on dit des choses, elles sont dites. On ne pourra pas les retirer. C'est comme ça. C'est le pitch de ce podcast que j'ai créé parce que pour échapper à l'ennui, tout simplement, hein, qui est exactement la même démarche pour laquelle vous avez activé ce podcast, quoi. Activez, vous l'avez lancé, quoi, pour échapper au vide abyssal, au drame de la solitude. Je parle de la vraie solitude, hein, la solitude existentielle, celle qu'on ressent même au sein du couple, hein, où on se sent seul alors qu'on est plusieurs, hein, on est deux dans une pièce et pourtant on se sent seul à deux, un sentiment extrêmement étrange. Qu'est-ce qui s'est passé ces 168 dernières heures dans ma vie? Il s'est passé des choses. Alors, peu de choses de l'ordre de l'action, hein, voilà, on a fait des choses, voilà, il y a eu du boulot, un peu de vie perso, évidemment, comme ça, mais rien de mémorable. Par contre, il y a eu de la réflexion. Il y a eu de la pensée. La pensée a avancé. Est-ce qu'elle a avancé vers plus de clairvoyance et de lucidité? Pas sûr, pas sûr. Il est possible que j'ai troqué une impasse pour une autre impasse. C'est comme ça. C'est le récit de ma vie. Première réflexion qui a évolué cette semaine. Je réfléchis pas mal au boulot, hein, ces derniers temps sur Pablo. Comment peux-tu gérer ta carrière, sale chien? Parce que gérer une carrière, c'est un boulot à part entière. Et ça, moi, je suis très très mauvais sur ce boulot-là. Je suis très mauvais. Je suis assez bon pour réfléchir en termes artistiques, en termes d'écriture, en termes d'humour. Comment on fait quelque chose qui est drôle ou pas drôle. Ça, voilà, ça, j'arrive à le faire. Maintenant, gérer une carrière, je sais un peu le faire. Ça me casse les couilles. Je trouve ça pas super noble, mais il faut le faire quand même. Et donc je réfléchis. Et donc, je réfléchis à Pablo, qu'est-ce que tu devrais faire pour rester dans ce game, pour gagner des points de visibilité, pour gagner de la thune. De la thune. Le nerf de la guerre. Parce que nous, les humoristes, on est comme tout le monde. On aime. Alors on aime un peu plus être aimé par les autres que l'autre moyenne des gens. Hein, on a vraiment besoin d'être aimé, hein, probablement parce qu'à un moment donné, notre mère a arrêté de nous filer son ibar plein de lait pour le donner à quelqu'un d'autre. Et sauf qu'elle nous l'a enlevé trop tôt et on est en manque de quelque chose, quoi. On est en manque de reconnaissance, on est en manque d'amour. Et donc on fait humoriste pour attirer l'attention des gens et pour obtenir leur amour, leur estime. Et résultat, on a le sentiment d'exister. Mais par contre, il y a aussi l'argent. Les humoristes aiment énormément l'argent et je me mets dans l'eau. Hein. Mais les humoristes, c'est marrant, ils parlent pas beaucoup d'argent. Mais d'ailleurs, les artistes parlent pas beaucoup d'argent, hein, comme si pour les artistes, l'argent était une chose sale. Mais laissez-moi vous garantir qu'il y a beaucoup d'artistes et donc beaucoup d'humoristes qui aiment l'argent et qui l'aiment beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, je réfléchissais à l'argent cette semaine. Je me disais, Pablo, tu as encore voilà, un énième dossier sur lequel tu as une relation encore paradoxale, hein, où tu te sens écartelé entre deux positions inconciliables, irréconciliables. Je ne sais plus le mot qu'il faut utiliser qui finit par conciliable. Et je me dis, Pablo, tu es partagé entre deux choses. Tu es partagé entre le fait que tu aimes l'argent. Oui, j'aime l'argent. J'aime l'argent, je le dis, j'aime bien ça. Ça fait plaisir de toucher beaucoup d'argent pour peu de temps de travail. On se sent valorisé, on se sent bien. Puis l'argent, quand même, c'est vachement bien parce que ça permet de faire des choses. Comme par exemple acheter du pesto ou faire du vélo à Amsterdam ou partir au Japon pour acheter des petits bols en lac. Ce genre de choses, voilà. L'argent permet ce genre de choses. Alors, est-ce que l'argent permet la liberté? Je ne pense pas. Hein, pour moi, la liberté est quelque chose quand même un peu, voilà, un peu plus noble, quand même de juste la liberté de déplacement ou de choses comme ça. Mais on va dire que ça permet un confort matériel, voilà, une aisance matérielle, des opportunités matérielles, mais ça permet pas, on va dire, une liberté, la grande liberté, hein, je vous parle de la liberté psychologique, de la liberté spirituelle, hein, voilà, là on est dedans, hein, on est dans le jour du Seigneur, le dimanche matin, mais non, mais en tout cas j'aime l'argent dans ce que ça permet de faire. Le problème c'est que je me suis rendu compte que l'argent, j'aime ça, j'en veux un peu plus, voilà, comme pour tout le monde, il y a un petit peu d'avidité en place. C'est-à-dire que j'en veux de plus en plus. Mais il y a une peur fondamentale, je pense, de l'argent
chez moi, qui n'existe parfois pas chez la majorité des gens, mais chez moi, elle est cachée, hein, elle est sournoise, elle est dans un local technique à l'entresol, cette peur de l'argent. Il y a il y a une double peur de l'argent. Il y a une double peur de l'argent. Enfin, pardon, il y a une double peur qui est, un, une peur de l'argent en soi, et ensuite, deux, une peur du confort. Hein, alors là, je vais faire les deux. Hein, voilà, on va discuter. Voilà, super. La peur de l'argent. Première peur de l'argent, hein, la peur de l'argent en soi. Hein. Je crois que ça vient de l'éducation. Ça vient de la maman, ça vient de la maman. Moi, j'ai grandi dans une famille, donc on est sur de la classe moyenne pauvre. Hein. HLM, voilà, HLM pas terrible, dans une ville un peu bourgeoise et tout ça. Pas pauvre, pauvre, hein, mais classe moyenne, la partie du bas, quoi. Voilà. Il y a des, voilà, il y a des allocs, il y a des lettres de la banque qui arrivent pour dire qu'on est à découvert depuis 25 ans. On est sur ce truc-là, quoi. Il y a des vacances en camping, voilà. Et moi, j'ai grandi dans une famille comme ça, genre classe moyenne pauvre, plutôt gauche-gauche, avec cette mère qui est comme ça, qui est syndicaliste et qui n'aime pas hein, les forces de l'argent, les puissants économiquement, parce que domination, tout ça, la lutte des classes, le marxisme, bien sûr. Et donc, je crois que tout ça, ça m'a mis dans la tête quelque part que, genre, avoir de l'argent, c'est faire partie, être riche, c'est faire partie quand même des enculés. Voilà, je le résume comme ça, riche égale enculé. Et c'est dur d'enlever ces trucs-là, parce qu'évidemment, il y a des personnes riches qui ne sont pas des personnes à caractère pas Charlie. Et évidemment, il y a des gens riches qui sont évidemment de sales bâtards, comme on dit chez nous. Mais voilà, moi, il y a cette espèce d'équation hein, qu'il faut que j'arrive à gommer un petit peu. Mais donc voilà, j'ai peur d'être très 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 riche. Voilà, donc ce qui fait que je me bats pas, parfois pour de l'argent, je me bats pas assez. Hein. Alors que je pourrais, mais je me dis non, ça va, écoute, évite de devenir trop riche, parce qu'après, tu vas devenir une merde humaine et ta maman ne te fera plus de tomates farcies. Donc ça, c'est la peur de l'argent. Et ensuite, il y a autre chose, beaucoup plus artistique. La peur du confort. La peur du confort qui arrive avec l'arrivée d'argent, évidemment, le confort. Plus t'as d'argent, plus t'as de confort. Et moi, j'ai peur d'un truc qui est de faire augmenter son niveau de vie, là, son train de vie, en ayant de plus en plus de confort. On a un plus grand appart, des propriétés, des machins, la voiture, des trucs comme ça et tout. Et résultat, de devoir dire oui à des opportunités professionnelles à qui on n'aurait pas dit oui si on n'avait pas été dans le besoin de faire entrer de l'argent pour maintenir son train de vie. Voilà. Moi, j'ai cette vision de le confort, c'est du poison artistique. Le confort matériel et puis aussi le confort aussi artistique. Le fait d'être dans sa zone de confort artistique, c'est un poison artistique. Mais le confort matériel, moi j'ai très très peur de ça. Il y avait cette histoire, je ne sais jamais si elle est vraie, que Dostoïevski, quand il touchait de la thune de ses bouquins, il allait tout claquer au casino pour se remettre dans une position un peu de précarité, pour avoir la dalle, quoi, pour avoir la rage, et puis pour se battre, et puis pour pas prendre des choix qui lui permettraient de juste maintenir son train de vie professionnel. Voilà, donc je suis un peu perdu. J'adore l'argent, mais j'ai peur d'en avoir pas mal. Est-ce que c'est intéressant comme sujet? Écoutez, je ne sais pas. Je raconte ma vie. Vous écoutez. Deuxième sujet que je voulais vous dire. Ah oui, alors ça c'est une autre réflexion. Bon alors, je l'ai eu cette semaine, mais là encore je suis dans l'honnêteté. Je l'ai eu depuis 2-3 semaines, mais c'est revenu cette semaine. Je me suis rendu compte que mon énergie principale, mon registre d'énergie principale dans la vie de tous les jours, mais aussi un peu artistiquement, hein, c'est d'être excédé. Voilà. J'ai l'excédation des autres, hein, de la société qui m'entoure. Je suis en train de l'ériger au rang d'art de vivre. C'est comme ça. Ma base, c'est de... Ouais, qu'est-ce que tu me veux encore? Voilà, c'est ça. Ça, c'est ma base de truc. Qu'est-ce qu'il veut lui encore? Mais pourquoi il fait ça? Voilà, ça, c'est mon énergie de base. Alors, je suis excédé. J'ai fait le tri un petit peu cette semaine dans mes pensées. Je suis excédé par l'être humain. Je suis excédé par l'être humain en société. Je suis excédé par l'être humain, par ce qu'on pourrait appeler une nature humaine, une façon d'agir, une façon de penser, une façon de parler. Je suis pas du tout excédé par le monde végétal, le monde animal. Voilà. Mais les humains, la connerie surtout. La connerie, elle me fatigue. Elle me fatigue. La connerie et l'ignorance.
La connerie, l'ignorance et l'ego. Ça me... Voilà, ça c'est les trois trucs où sur l'être humain, je pense que je pourrais être fatigué toute une vie. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Je vais être excédé toute la vie. Hein, et puis je vais être aigri jusqu'à mon dernier jour, hein, jusqu'à mon dernier souffle. Je serai sur mon lit de mort, là, comme ça, et puis ils diront Pablo, un dernier mot. Ils diront, ah, casse-toi. Voilà, c'est ça, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Alors, en même temps, j'ai peur, moi, de. Je sais qu'il faudrait que je soigne tout ça, que je devienne quelqu'un de plus apaisé, quoi, de plus dans l'acceptance de l'autre. Mais j'ai peur aussi, parce que mon aigreur, c'est quand même mon principal carburant, c'est mon registre. Hein. Là encore, je suis en zone de confort, il faudrait que j'enlève. Mais j'ai peur de perdre mon aigreur, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je fais, moi, si je suis pas aigri dans la vie, j'ai plus rien à raconter, je deviens moine ou je deviens fougère, je fais un truc comme ça. Alors après, attention, je suis fatigué des autres. Et je suis aussi fatigué de moi-même. Hein. Ça, c'est pareil. Je suis aussi fatigué par les autres que par moi-même. Donc globalement, je suis fatigué par tout le monde. Je tenais à le dire. Voilà, je suis indulgent. Je dis pas que tout ce qui m'est désagréable dans la vie vient des autres. Non, hein. Ça vient aussi de moi-même. Hein. Se supporter soi-même, c'est un mythe de Sisyphe quotidien. Bon, allez, de quoi que je voulais vous parler d'autre? Ah voilà, ça oui. Alors là, les amis. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Si je vous en ai déjà parlé et que je vous en reparle, vous savez quoi, c'est pas grave. Vous allez faire avec, parce que là, quand même, c'est un truc important. Il y a 2 jours, un jour, je me suis bouffé, me suis bouffé beaucoup de débats télé sur une thématique dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est la vaccination, vaccin, anti-vaccin, passe sanitaire, tout ça. Et je m'en suis bouffé beaucoup pour voir les points de vue et tout ça. Et alors, je me suis bouffé du débat. France Télé, du débat RT France, du débat TPMP, du débat un peu partout. Euh, il faut qu'on arrête les débats télé, les amis. C'est hyper important. C'est hyper important parce que là, ces derniers temps, on est en train de se monter la gueule en mode oui, est-ce que CNews va trop à droite? Oui, Eric Zemmour, est-ce qu'il faut lui donner la parole? Oui, machin et tout. En fait, je crois que le principe du débat télé ou radio, je crois qu'il faut l'arrêter. Je vous le dis, je crois que ça mène à rien. Alors les gens disent souvent, oui mais le débat d'idées c'est bien, ça permet la confrontation d'idées, et puis c'est en voyant la confrontation d'idées qu'on peut se forger soi-même son propre point de vue. Alors déjà, tais-toi, première chose. Voilà. Et puis les idées qui sont différentes, tu n'as pas besoin de les confronter. Hein, parce que quand elles se confrontent, bah, ça donne juste de la bagarre, hein, alors qu'il fait un très très bon spectacle, la bagarre, bien sûr, c'est pour ça que les débats marchent. C'est quand il y a de la bagarre, que ça s'insulte, que ça menace de quitter le plateau, ce genre de choses. Mais on n'apprend rien du tout de la bagarre. Ce n'est que du divertissement. Donc on peut très bien se forger son propre point de vue en regardant un point de vue d'un camp sur le sujet, puis on prend le temps, on passe à autre chose, on voit l'autre point de vue posé de l'autre, et puis après on choisit, quoi, on pèse le pour et le contre, quoi, comme un petit programme électoral qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres avant de voter. On reçoit les 20, on lit et puis on choisit, quoi, voilà. Mais, euh, mais je pense que le débat d'idées, il faut l'arrêter tout de suite. Déjà parce qu'il n'y a rien de constructif qui en sort, puisque c'est un débat, hein, ce n'est pas une discussion, puisque la différence entre la discussion et le débat c'est qu'il faut détruire le point de vue de l'autre ou protéger son propre point de vue. C'est un match, quoi, c'est un match de boxe d'idées, quoi, et souvent c'est présenté comme ça, le face-à-face, avec un truc très binaire, pour, contre et tout ça. Là où la discussion, bon, bah, c'est peut-être, voilà, on échange, il y a un point de vue peut-être tiers, un troisième point de vue, hein, qui va émerger de ça, et puis peut-être il sera plus proche de la vérité, ce point de vue, parce que ce sera la synthèse ou l'addition des deux points de vue, des trois points de vue qui s'opposent, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, et par contre, plus sérieusement, à propos de la modalité du débat de télé, il y a un truc qui va pas. C'est que aucun des intervenants des débats télé ne part du principe que la personne en face, avec qui ils sont en désaccord, que peut-être sur certains points, elle peut avoir raison. Pas sur tout, mais genre, il y a peut-être un point dans tout ce qu'elle dit qui est vrai, quoi. Il y a peu de personnes qui ont tort sur toute la ligne. Il y a peu de personnes qui ont raison sur toute la ligne. Donc peut-être que la personne en face, elle a raison sur un ou deux points. Voilà, ça faudra le reconnaître. Et puis peut-être que toi, dans le point de vue que tu défends, peut-être qu'il y a un ou deux points sur lesquels tu as tort, au fait, puisque personne ne peut avoir absolument raison sur toute la ligne. Donc, a priori, dans ce que tu dis et dans ce que tu penses, il y a un ou deux trucs qui sont faux ou erronés ou pas corrects ou pas cohérents et tout ça. Donc, juste partons de ce principe-là et puis, genre,
là, peut-être ça ressemblera plus à une discussion qu'à un débat. Mais écoutez, je sens bien que je suis en train de d'émettre un souhait qui ne se réalisera jamais. Il y a des tentatives de gens qui essayent de transformer le débat en discussion. Je n'y crois pas. Comme ça va sur un média, il faut que ce soit spectaculaire. Donc on prend des mecs qui gueulent, des mecs qui coupent la parole, des mecs qui insultent, des mecs qui font des attaques ad hominem. Bref, tout le package de Schopenhauer, j'ai envie de dire, l'art de toujours avoir raison, je vous invite à lire. Mais donc voilà, les débats télé, les débats radio, il faut arrêter les amis. C'est le sida de la vie en société. Et personne ne remet en cause ce truc-là. On remet toujours en cause un type de débat ou un autre type de débat ou des intervenants de débat. Alors que je pense que le principe même du débat, il faut le terminer au fait. Il n'y a jamais eu autant de débats à la télé ou à la radio qu'aujourd'hui, et notre société va pas mieux après la prolifération des débats. Donc je pense que c'est absolument pas bon pour la vie démocratique. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors le sujet, puisque j'avais dit que j'allais vous en parler, calmez-vous, je vous sens impatient. C'est l'été, les bourgeons, Palavas les flots, la reine. Allez, non, je voulais vous parler de quoi. J'aurais pu partir très très loin dans cette association d'idées. Non, je voulais vous parler des anti-vaccins. Je voulais vous parler des anti-vaccins parce que je préparais un petit texte sur la vaccination, les anti-vaccins, et donc je regardais les différents points de vue. Je voulais me faire un point de vue. Alors, je vous dis dans quel état je suis arrivé dans ce truc-là. Moi, les vaccins, je me fais vacciner. Je le fais tout simplement, parce que je suis un mouton. 2, que c'est la fin de saison, donc j'ai plus l'énergie d'être militant anti-vaccin contre les modalités de vaccination et tout ça. 3, j'ai pas envie de payer des PCR à répétition cet été. Et 4, si je meurs d'une maladie grave parce que j'ai du mercure dans le sang, parce que c'est ce qu'il y avait dans un vaccin, ou qu'il y avait de la 5G, je m'en bats les couilles. C'est dit comme ça. Et j'ai pas d'enfants. Donc je vais pas m'inquiéter pour mes enfants. Donc bref. Donc la vaccination, oui. Histoire de se dire, allez, on y croit, on fait confiance aux gens, et puis ça va nous aider à tourner la page de la pandémie. Donc on va se faire vacciner. Donc, mais je suis pas, je suis pas fondamentalement contre les anti-vaccins. Je comprends, je comprends leur réticence, leurs doutes, leurs craintes et tout ça. Je comprends. Donc je suis arrivé avec cet état d'esprit devant des débats, des minutes et des heures de débats sur la vaccination. Et je me suis dit, Pablo, tu sais quoi? Écoute les arguments des uns et des autres et fais-toi ton point de vue. Et vraiment, je me suis dit, donne la chance aux deux camps pro-vaccination, les vrais pro-vaccination, les vrais anti-vaccination, et puis les autres n'étaient pas trop représentés, ceux qui sont comme moi, qui sont un peu quoi, ouais, bon, d'accord, je vais le faire. Voilà. Alors, force est de constater, les amis, qu'il y a des gens teubés, voire très teubés, dans le camp des pro-vaccins. Alors moi, je me mets plutôt dans un camp pro-vaccin sur ce dossier-là, même si j'ai horreur de me placer dans un camp de manière manichéenne. Mais là, j'aurais plutôt tendance à dire, vas-y, va te faire vacciner, tais-toi, quoi, tu fatigues. Mais il y a les gens qui défendent la vaccination ont des très très mauvais arguments et des très 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 mauvaises postures aussi intellectuelles, assez méprisantes, assez un but d'elles-mêmes, beaucoup d'arguments d'autorité, ce genre de choses. Bref, des gens assez insupportables, quoi. Donc je comprends que les anti-vaccins soient assez insupportés par certains pro-vaccins qui sont dans l'espace médiatique. Mais attention, il y a des gros teubés chez les pro-vaccins, mais les teubés du camp anti-vaccin, waouh les amis. Ah ouais. Ah, ils sont quand même eux très 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 cons. Je parle des cons, je parle des cons. Les cons du camp anti-vaccin sont quand même très 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 cons, voire peut-être plus cons que les cons du camp pro-vaccin. Je sais pas si vous m'avez suivi. C'est-à-dire qu'il y a de la connerie dans les deux camps, pro-vaccin, anti-vaccin, mais la connerie du camp anti-vaccin, elle est d'une qualité supérieure. La belle AOC, elle est magnifique. Elle brille dans l'obscurité. On est sur de la connerie avec encore moins de cohérence, avec beaucoup plus d'hystérie, avec beaucoup moins de chiffres, avec des erreurs factuelles, des erreurs d'arguments. Non. Donc j'ai essayé, je vous l'ai dit. J'ai essayé, je suis arrivé, j'ai dit pro-vaccin, anti-vaccin. On laisse sa chance à chacun.
bam, rime. J'ai regardé. Bon, bah, les anti-vaccins, non. Non, non, ça va pas le faire, les loulous. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et peut-être que des fois vous avez raison sur certains points. Mais là, globalement, si je fais le plus, moins, bon, il y a beaucoup de moins. Là, ça commence à y avoir un petit collier de beaucoup de moins, si je peux me permettre. Donc voilà, ça c'était ce que je tenais à vous dire sur les anti-vaccins, hein, qui m'ont occupé l'esprit ces 48 dernières heures. Pour tout vous avouer, voilà, il y a un problème. Les gars, bétonnez-vous dans les arguments si vous voulez challenger les pro-vaccins. Allez, dernier sujet. On reste sur la santé. Euh, Sujet tout frais là, du jour. Un sujet du jour. Je réfléchissais à la drogue. Je réfléchissais à la drogue. Non, pour tout vous dire, moi la drogue c'est pas trop ma cam, si je peux me permettre. L'alcool, j'en bois quasiment jamais. Je ne fume pas. Je n'ai pas pris de drogue dure. Mais il se trouve que dans ma vie, j'ai déjà pris 8-9 fois des champis hallucinogènes. Hein, plutôt il y a quelques années, hein, parce qu'après je suis rentré, je me suis inséré dans le marché du travail et c'est compliqué de se faire des trips, hein, aux champis hawaïens en pleine semaine. C'est compliqué, hein, surtout quand il y a des réunions dans le secteur tertiaire. Donc, mais je repensais à ça et je me disais que quand même que les champis, c'est quand même une drogue qui est vachement mieux que les autres. Alors attention, il y a des drogues qui sont vraiment merdiques, genre le crack, la meth, la cocaïne, l'héroïne, ce genre de choses. Il y a des drogues où genre, ouah, ça passe, hein, la bœuf, l'alcool, hein, bon bah oui, l'alcool c'est une drogue, disons-le, mais un petit rhum arrangé, bon bah c'est une drogue qui est sympa. Et alors après, il y a des drogues qui sont quand même très cool, hein, qui sont quand même sympathiques. Charlie, type champi hallucinogène. Et là, je réfléchissais à ça ce matin et je me disais que j'avais envie d'en reprendre. J'avais envie d'en reprendre, voilà, j'avais envie d'ouvrir les portes de la perception, hein, comme on dit chez Jim Morrison. Voilà, j'avais envie d'avoir une vue kaléidoscopique, j'avais envie d'avoir une synesthésie entre les sens, j'avais envie de me refaire un petit trip parce que ça vaut quand même mieux que tous les films de la franchise Marvel, même avec lunettes 3D intégrées, hein. Ah bah tu prends un peu de champi, t'es parti pour 8 heures de coloriage de mandala à même la rétine. Ah bah tu vois des choses incroyables. Moi une fois je me souviens, j'ai cru que j'allais me transformer en lion. Vraiment, j'ai cru pendant un trip que j'allais me transformer en lion. J'avais l'impression que mes pattes étaient en train de changer, que mon visage était en train de changer. Puis en fait, c'était juste une crampe au fait que j'avais quoi. Mais le champi m'avait donné l'impression que j'allais me transformer en, en lion. Une fois, le champi m'a donné l'impression que j'allais fusionner avec le bois. Hein, bah, c'était comme ça à un moment. Je pense que ton cerveau il dit ah, ça serait bien que tu fusionnes avec du bois et tu as l'impression que tu vas fusionner avec du bois. Hein, alors qu'en fait, j'avais juste ma tête coincé entre deux lattes de parquet et ça m'a donné cette impression spirituelle très forte. Donc je me suis dit, voilà Pablo, écoute, si tu as l'occasion, euh, essaye d'en reprendre, voilà, fais-toi un petit plaisir, refais-toi un tour de montagne russe du cerveau, avec toujours voilà, des petites impréhensions, bad trip, tout ça. Maintenant, après, je me dis, ça va être compliqué. Parce que Mamour, elle est pas drogue friendly, ce qui est très bien, hein. Le fait qu'elle soit absolument pas drogue, c'est bien. C'est même mieux au fait quand on y pense. Mais elle a très peur, hein. Elle a très peur pour moi. Elle a très peur que mon cerveau reste keblo entre deux visions d'un anaconda et une réflexion sur la condition humaine au sein de l'univers et que je puisse plus jamais retravailler. Elle a peur qu'après un trip au champi, je ne puisse plus vous parler, je ne puisse plus faire 168. Donc, bon, j'ai essayé de la rassurer, mais il y a une vraie peur, hein. Euh, voilà, pour elle, c'est comme si je jouais à la roulette russe. Donc, on va travailler là-dessus, on va faire un taf de lobbying, on va embaucher un petit mec qui sort de Sciences Po avec un costard cravate, avec un attaché case, et puis on va lui demander de faire du lobbying auprès de Mamour, hein. Écoutez, on va. Mais en même temps, je la comprends. En même temps, ça fait peur, hein. Si on n'est pas du tout dans ces codes-là, on entend ah bah je vais me droguer. Bon bah voilà, moi je me casse, hein, dans ce cas-là. Je vais faire du camping-car à Vesoul.
Bon, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je crois que j'ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous allez pas trop mal, hein. D'habitude, j'en ai vraiment pas grand-chose à foutre de comment vous allez. Là, cette semaine, je pense à vous, là. Là, je suis devant ce micro, il y a un miroir dans mon salon, hein. L'ordinateur, il est allumé, il y a le sommaire 268. Et je pense à vous, dans votre quotidien. Je me dis que pour certains d'entre vous, ça doit bien aller, la vie de famille va bien, le boulot, ça va, vous avez toujours du boulot, alors que voilà, ça devient dur économiquement pour les gens. Peut-être que vous êtes un peu inquiet concernant la situation de la France. Vous avez peut-être aussi parfois des problèmes familiaux, des problèmes conjugaux, hein. On affronte tous des choses, hein. Parfois on s'affronte soi-même, hein. Peut-être que vous débattez avec vous-même à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année. Parfois, hein, c'est un combat en permanence contre soi-même qu'on mène sur toute une vie, hein. Et je me dis, vous avez pris le temps, hein, dans cet imbroglio, hein, de bonheur, de malheur, de tristesse, de famille, de boulot, de divertissement, de loisirs. Vous avez pris le temps de m'écouter. M'écouter 20, 25, 20, 26 minutes maintenant. Ça me touche un peu, hein. Ça me touche que vous ayez pris le temps, hein. C'est beau ce que vous venez de faire pour moi. J'ai envie de vous dire merci. Je vous dis jamais merci. Je le ferai pas la semaine prochaine parce que ça me fait mal. Là, je sens déjà une crampe au niveau du foie. Euh, Ça me fait mal de vous dire merci. Mais je vous le dis, hein. Je vous dis merci. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin d'une ou deux personnes autres que vous, hein. Mais pas plus. Parce qu'après, c'est un peu fatigant. Allez, bonne semaine à tous. Bessos.